Écran de nuit, semaine avec Giorgio Manganelli, italien, comme son nom l'indique, avec le livre qui a peut-être le plus fait pour sa quoi? Sa prospérité? Certainement pas. Sa réputation? Peut-être. Vous savez, tous ces gens qui... Ah oui, je vois qui c'est. Oh, j'en ai vu un extrait. Oh, c'est pas le gars qui avait écrit 100 romans d'une page dans un seul livre? Eh ben si. Et le livre s'appelle Century. Je me risquerai pas à le prononcer en italien. En tout cas, c'est le même mot qu'on a gardé en français et c'est génial. Le livre était d'abord, la première traduction française était parue chez Christian Bourgois en 1994. Bientôt 25 ans, traduit par Jean-Baptiste Parra, lui-même poète, très grande finesse, sensibilité, grand traducteur et qui dirige depuis longtemps la revue Europe. Enfin, si elle existe encore d'ailleurs, je sais pas. Et récemment, le livre était resté inaccessible, comme c'est souvent le cas. Moi, j'ai toujours mon petit Christian Bourgois, et puis si vous fouinez, si vous regardez les occasions, il entraîne toujours dans les occasions, et là, le loupez pas, c'est du collector. Mais bravo aux éditions qui s'appellent 100 pages, qui ont fait leur tradition justement de choses où la question des 100 pages est intéressante. C'est la même traduction. Ce qui est très bizarre, c'est que si vous regardez les pages de garde, c'est nulle part marqué, ni au début, ni à la fin, mais si vous regardez sur la tranche, écrit là, en tout petit, presque fluorescent en orange, vous voyez que c'est bien la traduction de Jean-Baptiste Parra. Par contre, le travail graphique est complètement impressionnant. Mise en page indentée à gauche, un petit jeu comme ça qui va de... donc la première ligne, là c'est le 61, ça 79. À chaque fois, il y a une espèce de compte à rebours. Ça fait une présentation de page formidable. C'est souple, c'est agréable à tenir. C'est évidemment celui qui est disponible, dont je vous mets le lien là, juste sur la barre d'infos, parce que trouver Manganelli, aujourd'hui, il faut courir. Bon, si vous cliquez là-dessous, vous l'aurez dans 48 heures, et ça m'aide dans mon travail. Manganelli, c'est tout simple, il y a un beau prologue d'Italo Calvino, si vous ne comprenez pas qui c'est. Manganelli, lui, il vous l'expliquera. Prologue de 4 pages, donc 100 histoires. Je vais lire la 1 et la 100. Les 98 autres, vous les trouverez dans le livre. Évidemment, comme il s'agit de Manganelli, il y a toujours, non pas de la triche, mais la ruse italienne. Le 1 et le 100 figurent des écrivains qui sont en train d'écrire. D'où la mise en abîme, la mise en miroir. On y va. 1. Supposons qu'à un moment donné, une personne qui est en train d'écrire une lettre à une autre personne, le sexe ou les sexes n'ont aucune importance, et le soupçon, ou peut-être simplement la certitude d'être légèrement ivre. Non, il ne s'agit pas d'une ivresse importune, tapageuse et répugnante, sinon par le fait que l'ivresse, hyperbole de l'existence, en met en évidence, disait-on dans les dissertations, le caractère intrinsèquement répulsif. L'épistolier, sous le coup de la révélation de sa propre ivresse, pourrait tout simplement s'abstenir de poursuivre sa tâche. La trouble lucidité de l'ivresse pourrait lui suggérer de s'abstenir aussitôt de tout entretien. Mais s'il s'abstenait alors d'écrire, il donnerait une interprétation raisonnable du caractère déraisonnable qui est le propre de l'ivresse. Donc il ne pourrait renoncer à son trône d'épistolier que dans la mesure où il se reconnaîtrait comme n'étant plus ivre et acteur, masque, faussaire de lui-même en personnage ivre. Mais à partir du moment où il s'est rendu compte, ou a cru être conscient de se rendre compte de sa propre ivresse, il n'entend pas, ne veut pas, n'accepte pas d'y renoncer. Et donc à partir de ce moment-là, son ivresse va être volontaire, un choix non nécessaire, même s'il lui est fortement conseillé par la somnolence, par l'irritation morale, par le malaise et le bien-être bizarrement conjoint, toutes choses qu'il estime être les symptômes de l'ivresse. Il continuera donc à écrire. Mais lui faudra-t-il écrire de manière étroitement surveillée, ou au contraire de manière innocente, imprécise, adamique? Il refuse de se surveiller puisqu'il sait depuis toujours que la prudence tend vers le silence. Et non pas ailleurs, vers le silence de l'abstention, mais vers l'affreuse et brutale abstention du bâillon. D'autre part, l'innocence lui répugne tout autant, et en particulier cette innocence qui émane de la complicité avec un verre de jus fermenté. Mais à peine a-t-il fini d'écrire ces mots ou de les penser, il ne peut s'empêcher de se demander quelle autre innocence pourrait exister en dehors de celle-ci, un peu étourdie, un peu toxique. Par conséquent, c'est sur l'innocence qu'il lui faut produire une sentence, sur sa propre innocence.
Il n'existe donc aucun compromis entre la veulerie de cette innocence et la dignité du mensonge. Mon cher, écrit-il, si tout est abject, hormis l'abjection, ne dois-je pas alors poursuivre la paix innocente de l'abjection? Mais les mots le bravent, et il est furieux. Et c'est compliqué, c'est des sacrées mécaniques. Et il y en a 100. 100 chaque fois aussi complexes, aussi organisés, avec plein de doubles fonds. Bon, est-ce qu'on a 100 débuts de romans? Certainement pas. Est-ce qu'on a 100 nouvelles? Non plus, puisque tout est calibré, on a affaire à une démarche extrêmement conceptuelle, ou même la numérologie, l'emplacement dans l'ouvrage, dans le dispositif des 100, compte 71. L'homme est au centre de la ville. La grande place blanche est entourée par des immeubles très hauts, si hauts qu'on ne voit pas le sommet. La lumière est un délicat crépuscule. On ignore s'il s'apprête à sombrer dans la nuit ou à s'ouvrir vers le jour. La ville est déserte. Il sait que dans les maisons blanches, dans les rues tracées au cordeau, sur les places géométriques, il n'y a ni hommes ni animaux. Il est le centre de la ville. Sa signification est son plan. Il ne peut savoir s'il est là en tant que souverain, en tant que martyr ou en tant que prisonnier oublié. Pour ce qu'il peut connaître de sa propre condition, il se pourrait qu'il soit lui-même un monument, rien d'autre que le lieu privilégié de la ville. Il n'a de lui que des notions indistinctes, mais tout ce dont il se souvient est en quelque sorte lié à la ville, bien que ni lui ni personne d'autre, à ce qu'il sache, n'y ait jamais vécu, n'y soit jamais né, jamais mort. Il sait qu'il y a une raison pour qu'il soit par excellence l'habitant de la ville, c'est l'atroce et souveraine souffrance que lui inflige ces lignes droites, cette blancheur cruelle, immobile au centre de la ville. Il la contient tout entière sur son plan d'angoisse. Depuis longtemps, il songe à prendre la fuite, mais la fuite signifie le renoncement à la souffrance, et la souffrance est la raison pour laquelle il est non seulement le centre, mais le monarque de la ville déserte. Cependant, il sait aussi que c'est parce qu'il est le monarque qu'il doit fuir, tuant du même coup la ville qui n'existe que par la fierté qu'elle retire de son centre, de son monument, de sa souffrance, de son explication et de son roi. Tout est bâti sur la conviction, sur la prophétie certifiée qu'il ne quittera jamais ce lieu, qu'il n'essaiera jamais de rejoindre les portes grandes ouvertes des murs d'enceinte. Et tout ceci n'a pour effet que d'insister sur la nécessité de sa fuite, de lui répéter qu'il doit délaisser tout sens pour en acquérir un et abdiquer pour être roi. Être le sens de la ville, cela signifie en être à la fois la victime, le bourreau. Au moment où son projet de fuite se fait lucide et intolérable, la souffrance de la ville ne lui échappe pas, ni la panique de ses immeubles si imposants. Il s'aperçoit qu'il déteste cette cité orgueilleuse et vile, en chaque point de son corps, il prend la mesure du droit de vie et de mort qu'il exerce en tant que monarque sur la ville tout entière. Immobile, il décide de fuir, de tuer, de faire de la ville, qui est sa fierté, un blanc amas d'indéchiffrables ruines. Et ben voilà, par hasard, on a lu le 71, donc je ne vais pas vous embêter à lire le dernier. Un écrivain écrit un livre sur un écrivain qui écrit 2 livres, l'un et l'autre sur 2 écrivains, dont l'un écrit parce qu'il aime la vérité, l'autre parce qu'elle lui est indifférente. De la plume de ces 2 écrivains sortent au total 22 livres où on parle de 22 écrivains dont certains mentent sans le savoir, certains mentent en le sachant, certains cherchent la vérité en sachant ne pouvoir la trouver, certains croient l'avoir trouvée, d'autres encore. Et qu'est-ce que c'est, tous ces écrivains? Imaginez qu'on ait 100 écrivains d'un seul livre et que chacun de ces livres, écrits par 100 écrivains, soit un des textes de Century. Livre absolument majeur. D'une part, par les textes eux-mêmes, mais d'autre part, comme dirait Kenneth Goldsmith, par la question et la réflexion sur la question du livre qu'ils nous induisent. Repensez au livre de Bolaño, Anvers, vous savez, 54 histoires écrites alors qu'il est gardien de camping à Barcelone sur son rêve d'aller un jour à Anvers, et qui sont autant de potentialités de romans complets. Giorgio Monganelli, Century, 100 livres qui font une grosse page. Magnifique réalisation graphique des éditions 100 pages avec un bout de Calvino que je n'avais même pas remarqué, qui est presque écrit en filigrane comme ça sur la couverture. Moi je l'ai lu dans la traduction de Jean-Baptiste Parras. Et toute dernière chose, à mesure que je lisais ce 71 sur lequel je suis tombé absolument et complètement par hasard, c'est une préfiguration du tout dernier livre de Monganelli en 1987. Il est décédé en corrigeant
en finissant de corriger son manuscrit, donc on ne sait pas si c'est un état définitif, il n'y avait même pas de titre. Ça s'appelle Le marécage définitif. C'est exactement le récit, mais là, cette fois, en 140 pages solides, de ce que ce roman, en une page, numéro 71, ébauche sur cette fuite de la ville. C'est fou, Manganelli. À demain.